Et le col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire canibar, hein? Petit canard, t'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nuits avec ta petite pine toute fine, hein? Sauf que si tu fais comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Salut à tous et bienvenue dans ce podcast où on va parler d'un film qui a littéralement défini ce que le cinéma français moderne, cette putain de capacité qu'on a, nous les Français, à se foutre de notre propre gueule avec un talent absolu. Aujourd'hui, on décortique La vie est un long fleuve tranquille, ce chef-d'œuvre de 1988 qui continue de nous faire marrer plus de 35 ans après sa sortie. Alors installez-vous confortablement parce qu'on va passer un bon moment ensemble à revisiter ce monument du cinéma français. Avant de commencer, il faut replacer le contexte. On est en 1988. Mitterrand est président, le Minitel Rose cartonne, on porte des épaulettes qui pourraient servir de piste d'atterrissage et le cinéma français est un peu coincé dans un truc assez chiant. On a les comédies populaires d'un côté, le cinéma d'auteur intello de l'autre, et pas grand-chose entre les deux. Et là, paf, débarque Étienne Châtilliez pour son premier long-métrage qui va tout péter. Ce mec, il sort de la pub, il a fait des spots pour des yaourts et des lessives, et il décide de réaliser un film. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un publicitaire qui fait un film propre et lisse. Non, ce con nous pond une satire sociale d'une violence inouïe déguisée en comédie familiale. Le pitch est simple, mais génial dans sa cruauté. On a deux familles qui habitent dans la même ville du Nord. D'un côté, les Lequesnois, une famille bourgeoise catholique, tellement coincée du cul qu'ils doivent avoir du mal à chier. Le père est cadre supérieur, la mère est présidente des dames patronesses. Les gosses font du scoutisme. Ils ont une domestique, tout le bordel, quoi. De l'autre côté de la ville, on a les Groseilles, une famille du quart-monde qui vit dans une baraque déglinguée. Le père est au chômage. La mère est une sorte de matrone autoritaire qui fume comme un pompier. Et les gosses sont tous plus tarés les uns que les autres. Et puis un jour, on apprend que l'infirmière de la maternité, 12 ans plus tôt, était complètement défoncée et a échangé 2 bébés. Bernadette Lequesnois et Momo Groseille, qui ne sont pas dans les bonnes familles. Et là, c'est le début d'un bordel absolument magnifique. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'Étienne Châtilliez ne prend pas de pincettes. Il ne fait pas dans la dentelle. Il ne cherche pas à être politiquement correct, terme qui de toute façon n'existait pas vraiment à l'époque. Il tape sur tout le monde avec une égalité parfaite. Les bourgeois sont des hypocrites coincés qui se cachent derrière leur vernis de respectabilité, alors qu'ils sont profondément égoïstes et superficiels. Les pauvres ne sont pas idéalisés non plus. Ils sont montrés dans toute leur vulgarité, leur manque d'éducation, leur violence parfois. Mais ce qui est fou, c'est que malgré cette cruauté apparente, on s'attache à tout le monde. Même les personnages les plus odieux ont quelque chose d'humain, de touchant dans leur médiocrité. Parlons un peu de la famille Lequesnois. Parce que bordel, quelle bande de tarés sur leurs apparences de gens bien. André Lequesnois, le père, c'est le prototype du bourgeois français. Il passe son temps à essayer de contrôler tout le monde, à maintenir les apparences coûte que coûte. Il est obsédé par le candidat-on, par son statut social. Quand il découvre que sa fille Bernadette n'est pas sa vraie fille, il ne se demande pas comment elle va, non, il se demande comment il va gérer ça socialement. C'est d'une violence folle quand on y pense. Et Marielle Lequesnois, la mère, elle est encore pire dans son genre. Cette bonne femme, elle passe son temps à jouer les saintes nitouches
à distribuer des conseils moraux à tout le monde, mais au fond, elle est juste obsédée par son image. Elle préside les dames patronesses, elle fait la charité, mais c'est pas par bonté, c'est pour se sentir supérieure. Et les gosses lequenois, mon Dieu, quelle collection de petits cons prétentieux. Ils sont élevés dans du coton, ils ne connaissent rien de la vie et ils regardent les pauvres comme des animaux de zoo. Et puis il y a Bernadette, la fille qui a grandi chez les Lequenois, mais qui est en fait une groseille. Ce personnage est fascinant parce qu'elle incarne tout ce que les Lequenois détestent sans le savoir. Elle est un peu ronde, légèrement, très légèrement. Elle n'est pas particulièrement brillante à l'école. Elle ne partage pas les valeurs familiales. Et quand la vérité éclate, tout le monde comprend pourquoi. C'est d'une cruauté terrible, cette idée que l'hérédité détermine tout. Que peu importe l'éducation, les gènes prennent le dessus. C'est évidemment une connerie monumentale d'un point de vue scientifique, mais c'est ce que pensent les personnages et c'est ça qui crée tout le drame et l'humour du film. De l'autre côté, on a la famille Groseille, et là, c'est un tout autre délire. France Groseille, la mère, c'est un personnage absolument hallucinant. Cette bonne femme, elle gueule tout le temps, elle fume clope sur clope, elle envoie chier tout le monde, mais bizarrement, elle tient la baraque. C'est elle le pilier de cette famille. Le père, il est complètement effacé, il passe son temps devant la télé ou au bistrot, les gosses sont livrés à eux-mêmes, ils grandissent comme des mauvaises herbes. Il y a Momo, le gosse qui a été échangé, qui vit chez les Groseilles, mais qui a les gènes lequenois. Et le film joue là-dessus de manière brillante, parce que Momo, contrairement à ses frères et sœurs, il est posé, il est calme, il est réfléchi. Il détonne complètement dans cette famille de cinglés. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Châtilliez construit ses personnages. Il ne les a pas rendus caricaturaux, enfin si, mais des caricatures qui sonnent justes. On a tous connu des gens comme les Lequenois, cette bourgeoisie de province qui se la joue grande famille, alors qu'au fond, c'est juste des petits bourgeois coincés. Et on a tous vu des familles comme les Groseilles, ces familles du quart-monde qui ne vivent plus qu'elles ne vivent, mais qui ont une solidarité, une force qu'on ne soupçonne pas. Le génie du film, c'est de montrer, malgré leurs différences abyssales, ces deux familles qui sont finalement aussi dysfonctionnelles l'une que l'autre. Les Lequenois sont pourris de l'intérieur par leurs mensonges et leur hypocrisie, et les Groseilles sont broyés par la pauvreté et le manque de perspective. Maintenant, parlons un peu de la production de ce film, parce que bordel, quelle aventure! Étienne Châtilliez, donc, c'est un mec qui vient de la pub. Il a fait des spots remarqués, il a un style, mais personne ne lui fait confiance pour un long métrage. Il passe des années à essayer de monter son projet. Le scénario, il l'a coécrit avec Florian Scantin, et au départ, les producteurs sont sceptiques. Un film qui tape sur les bourgeois et sur les pauvres, et qui n'idéalise personne, qui est méchant avec tout le monde, ça va marcher, ça? Les années 80, c'est l'époque du feel good, des comédies légères. Là, Châtilliez leur propose un truc au vitriol. Un film qui met tout le monde mal à l'aise. Mais finalement, il trouve les producteurs qui y croient, notamment Charles Gassot, qui a produit des films de Luc Besson, et le projet se monte. Pour le casting, Châtilliez veut des acteurs qui sonnent juste, pas des stars. Il veut des gueules, des gens qui viennent du théâtre, qui ont eu ou qui ont fait un peu de cinéma. Pour la famille Lequenois, il caste André Wilms, qui vient du théâtre et qui n'est pas très connu au cinéma à l'époque. Christine Pigné joue Marielle Lequenois et elle est parfaite dans ce rôle de bourgeoise coincée. Christine Pigné qu'on retrouvera dans Bernie, bien sûr. Mais c'est qui joue un rôle assez similaire. Mais c'est surtout pour la famille Groseille que Châtilliez fait des choix géniaux. Benoît Magimel, qui a 12 ans à l'époque, joue un des filles Groseille, Momo. C'est son premier rôle, il est déjà excellent. Il faut dire que ce gamin avait un putain de talent naturel. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs acteurs français, mais à l'époque, c'était juste un môme qui avait quelque chose dans le regard.
Et puis il y a Valérie Lalande qui joue Roselyne Groseille, la fille aînée de la famille. Cette actrice, elle était parfaite pour le rôle. Elle avait cette gouaille, cette vulgarité naturelle qui collait au personnage. Le truc marrant, c'est qu'elle n'a pas fait beaucoup de films après. Elle a tourné dans quelques trucs, mais elle n'a jamais vraiment percé. Pourtant, dans La vie est un long fleuve tranquille, elle est absolument géniale. Elle incarne cette fille du quart-monde qui est à la fois vulgaire et touchante, qui survit comme elle peut dans un monde qui ne lui fait pas de cadeaux. Le tournage s'est fait dans le Nord, à Bailleul et dans les environs. Châtilliez voulait absolument cette atmosphère de ville moyenne du Nord, avec ses usines, ses corons, ses grisailles. Il voulait montrer la France profonde, celle qu'on ne voit jamais au cinéma, ou alors de manière folklorique. Là, il la montre telle qu'elle, sans filtre. Et pour les acteurs, c'était pas toujours facile. Beaucoup venaient du théâtre, ils n'avaient pas l'habitude du cinéma. Châtilliez, qui venait de la pub, avait une approche très technique, très précise. Il voulait des plans millimétrés, des cadrages parfaits. Ça a créé des tensions parfois, mais au final, ça a donné ce style si particulier du film. Cette distance ironique qui permet de rire de situations qui feraient sinon juste sordides. Une des anecdotes marrantes du tournage, c'est que les gamins qui jouaient les enfants groseilles se sont vraiment pris au jeu. Ils passaient leur journée à déconner ensemble, à improviser des conneries. Châtilliez les laissait faire dans une certaine mesure parce qu'il voulait cette spontanéité, cette impression que ces gosses étaient vraiment une famille. Du coup, il y a plein de petits moments dans le film qui sont semi-improvisés, où les mômes réagissent naturellement à ce qui se passe. Ça donne cette authenticité au film, cette impression qu'on observe vraiment une famille, pas des acteurs qui jouent. Pour la Maison des Groseilles, les décorateurs se sont vraiment lâchés. Ils ont créé un décor qui pue la misère, avec le papier peint qui se décolle, les meubles dépareillés, le bordel partout. Mais c'est un bordel organisé, c'est pas le chaos pour le chaos. Chaque détail raconte quelque chose sur cette famille. Les photos jaunies sur le buffet, les bibelots moches, la télé qui trône au milieu du salon, tout ça construit un univers. Et en face, la maison des Lequesnois, c'est l'opposé total. Tout est propre, rangé, aseptisé. C'est beau mais c'est froid. Il n'y a aucune vie là-dedans. C'est une maison musée où on n'a pas le droit de vivre vraiment. Ces deux décors disent tout du film sans qu'on ait besoin de mots. Parlons maintenant de la musique, parce que bordel, quelle bande-son. La musique du film, elle est signée Gérard Kavinsky. Elle est absolument parfaite. Elle alterne entre les moments lyriques, presque solennels, et des moments plus légers, presque burlesques. Cette musique, elle commence l'action, elle ajoute une couche d'ironie supplémentaire. Quand les Lequesnois font leur hypocrisie habituelle, la musique devient grandiloquente, presque pompeuse, et ça souligne le ridicule de la situation. Quand les groseilles se gueulent dessus, la musique devient plus légère, comme pour se dire c'est pas si grave. C'est comme ça qu'il fonctionne. Cette bande-son, elle guide le spectateur, elle lui dit comment regarder le film avec quelle distance. Le film sort en février 1988. Personne ne s'attend à ce qui va se passer. Les critiques sont assez partagées au début. Certains trouvent le film génial, d'autres le trouvent trop méchant, trop cynique. Mais le public, lui, débarque en masse dans les salles. Le film fait plus de 2 millions d'entrées, ce qui est énorme pour un premier film d'un réalisateur inconnu. Les gens sortent des salles en se répétant les répliques, en imitant les personnages. Le film devient un phénomène, il entre dans la culture populaire française, on commence à dire qu'un tel a une famille Lequesnois ou Groseille. Le film crée un vocabulaire, une référence commune. Ce qui est fou, c'est que ce film continue de parler aux gens aujourd'hui, plus de 35 ans après. On pourrait penser qu'un film qui parle de lutte des classes dans le nord de la France en 1988, ça aurait vieilli, mais non, parce que les problématiques, ce sont toujours les mêmes. On a toujours cette bourgeoisie qui se la joue respectable, alors qu'elle est juste égoïste. On a toujours cette famille pauvre qui galère
et que la société regarde de haut, et on a toujours cette hypocrisie générale, cette façon de mettre les gens dans des cases et de les y maintenir. Le film tape dans quelque chose de profond, d'universel, même si c'est très français dans la forme. L'humour du film, c'est de l'humour noir, très noir même. On rit de situations qui sont en fait dramatiques. On rit du désarroi des Lequesnois quand ils découvrent que leur fille est en fait une groseille, alors qu'au fond c'est tragique pour tout le monde, pour la gamine surtout. On rit de la vulgarité des groseilles, de leur façon de vivre, mais en même temps, on sent bien que derrière il y a de la souffrance, de la pauvreté, du désespoir. C'est cette ambiguïté qui fait la force du film. Châtilliez ne nous dit jamais ce qu'on doit penser. Il montre, il observe, et c'est à nous de nous positionner. Et souvent, on rit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre face à tant d'absurdités. Les dialogues du film sont entrés dans la légende. Ils sont cités, repris, parodiés. Il y a cette capacité qu'a le film à condenser en quelques mots toute une situation, tout un rapport social. Les répliques claquent, elles sont efficaces, elles font mouche, et c'est ce qui est génial. C'est que ça sonne juste. On n'a jamais l'impression que les personnages parlent comme dans un film. Ils parlent comme des gens normaux avec leur tic de langage, leurs expressions. Les Lequesnois ont ce français châtié un peu guindé avec leurs formules de politesse à la con. Les groseilles parlent en argot, en verlan. Ils ne finissent pas leurs phrases, ils gueulent. C'est les deux langues qui se confrontent, deux mondes qui ne se comprennent pas. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Une des scènes les plus cultes du film, c'est quand les deux familles se rencontrent pour la première fois. Les Lequesnois invitent les groseilles chez eux pour essayer de gérer cette situation de l'échange des bébés. Et là, c'est le choc des cultures. Les groseilles débarquent dans une maison bourgeoise, ils ne savent pas comment se comporter. Ils touchent à tout, ils sont bruyants, ils fument, ils parlent fort. Les Lequesnois sont horrifiés mais essaient de maintenir leurs apparences. Cette scène est à la fois hilarante et terriblement gênante. On rit, mais on a aussi envie de se cacher derrière un coussin tellement c'est malaisant. C'est du cringe avant que le mot n'existe. Châtilliez met le spectateur dans une position inconfortable. Il le force à regarder ce qu'on préfère généralement ignorer, cette violence sociale, ces rapports de domination. Le personnage de Roselyne Groseille, la fille aînée, est particulièrement intéressante. Elle représente une forme de rébellion, de refus de ce qu'elle est censée être. Elle a grandi dans la misère, mais elle refuse de se résigner. Elle veut autre chose, même si elle ne sait pas très bien quoi. Quand elle rencontre les Lequesnois, elle voit un autre monde possible. Elle va tout faire pour y entrer. Elle devient la petite copine de l'un des fils Lequesnois. Elle essaie de le changer, de changer, de parler mieux et de s'habiller mieux. Mais évidemment, ça ne marche pas vraiment. Les Lequesnois la regardent toujours comme une intruse, comme quelqu'un qui ne sera jamais des leurs. Et elle-même, elle ne peut pas renier complètement d'où elle vient. Elle est coincée entre les deux mondes et elle n'est bien nulle part. C'est d'une tristesse terrible quand on y pense. Le film pose aussi des questions sur la famille, sur ce qui fait ce qu'on est une famille. Est-ce que c'est le sang? Est-ce que c'est l'éducation? Les Lequesnois découvrent que Bernadette n'est pas leur fille biologique et du jour au lendemain, ils la regardent différemment, comme si le fait de ne pas partager le même ADN changeait qui elle est alors qu'elle est la même personne qu'auparavant. Les groseilles, eux, sont plus pragmatiques. Momo a grandi avec eux, il est des leurs, même s'il est différent. Mais là aussi, il y a de la violence. Quand il découvre qu'il vient des Lequesnois, certains le regardent avec un mélange de curiosité et de méfiance, comme si ça expliquait pourquoi il ne leur ressemble pas vraiment. Le film montre que la famille, c'est compliqué, c'est pas simple, c'est pas automatique. Être une famille, ça se construit, ça se vit au quotidien, c'est pas juste une question de gène. Ce qui est dingue aussi, c'est l'influence qu'a eu ce film sur le cinéma français. Après La vie est un long fleuve tranquille, il y a eu une vague de comédies sociales qui essayaient de reproduire la recette. Des films qui parlaient de la France profonde, des classes sociales,
qui essayait de mélanger humour et critique sociale. Certains ont réussi, beaucoup ont échoué. Parce qu'il fait la force du film de Châtilliez, c'est pas juste le concept, c'est l'exécution. C'est sa capacité à ne jamais tomber dans le pathos, à maintenir cette distance ironique tout du long. C'est facile de faire un film sur les pauvres qui soit larmoyant et misérabiliste. C'est facile de faire un film sur les bourgeois qui soit juste méchant et caricatural. Ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu, de montrer l'humanité de chacun, tout en étant lucide sur les rapports de domination et sur les injustices. Étienne Châtilliez a continué à faire des films après. Il a réalisé Tati Daniel en 1990, encore une satire sociale, cette fois sur la vieillesse et la famille, puis Le bonheur est dans le pré en 1995. Ensuite, Tanguy en 2001. Il a toujours gardé cette patte, ce regard acéré sur la société française, cette capacité à pointer du doigt nos travers, nos hypocrisies. Mais La vie est un long fleuve tranquille et reste son chef-d'œuvre. Le film qui a tout lancé, qui a défini son style. C'est ce film-là qu'on retient, celui qui a marqué toute une génération, même si Tanguy est pas mal aussi dans le... Et Le bonheur est dans le pré. Et Tati Daniel. J'adore les films de Châtilliez. Les acteurs du film ont connu des destins variés. Benoît Maginel, comme je disais, est devenu une star. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs français et internationaux. Il a eu un César. Il a construit une carrière absolument remarquable. Valérie Lalande, par contre, a disparu des radars. Elle a fait quelques films dans les années qui ont suivi, mais rien de marquant. C'est souvent comme ça au cinéma. Certains percent, d'autres non, et c'est rarement une question de talent. C'est une question d'opportunité, de rencontre et de timing. André Wims, lui, a continué une belle carrière de second rôle. On l'a vu dans plein de films, toujours solide, toujours juste. Le cinéma français a besoin d'acteurs comme lui, des gens qui ne sont pas des stars, mais qui sont là, qui font leur boulot, qui apportent de la crédibilité au film. Il y a quelque chose de profondément français dans ce film. C'est difficile à expliquer, mais il y a une façon très française d'aborder la lutte des classes, avec ce mélange de cynisme, d'humour et de tendresse. On a cette capacité à nous moquer de nous-mêmes, à rire de nos travers, tout en restant lucide sur les vrais problèmes. La vie est un long fleuve tranquille aurait pu être un film de gauche, un film militant qui tape sur les bourgeois et défend les pauvres, mais ce n'est pas ça. C'est un film qui dit que tout le monde est dans la merde, chacun à sa manière. Les bourgeois avec leurs névroses et leurs mensonges, les pauvres avec leur pauvreté, leur manque de perspective. Personne n'est épargné, personne n'est idéalisé. Le titre du film est génial dans son ironie. La vie est un long fleuve tranquille. C'est évidemment le contraire de ce qui se passe dans le film. La vie des personnages n'est pas tranquille du tout, c'est le chaos permanent. Le film nous dit que cette idée d'une vie tranquille, c'est un mensonge, une illusion. La vraie vie, c'est compliqué, c'est le bordel, c'est pas linéaire. On fait des plans, on essaie de contrôler, et puis la vie nous balance un truc à la gueule et tout part en couille. L'échange des bébés à la maternité, c'est ça le chaos qui vient perturber l'ordre établi. Et ce chaos, il révèle qui sont vraiment les gens, il fait tomber les masques. Une autre chose qu'on peut noter, c'est que le film n'a pas vraiment de méchants. Enfin, si, tout le monde est un peu méchant, mais personne n'est vraiment mauvais. Les Lequesnois sont des hypocrites, mais ils ne sont pas fondamentalement mauvais. Ils sont juste formatés par leur milieu social, par leur code. Ils croient sincèrement que leur façon de vivre est la bonne, que leurs valeurs sont universelles. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une bulle et qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité de 90% de la population. Les groseilles aussi, ils ne sont pas méchants. Ils sont bruts, directs, parfois violents, mais il y a de la solidarité entre eux, une forme d'amour, même si elle est exprimée de manière brutale. Le film ne juge pas vraiment, il constate, il montre. C'est au spectateur de se faire son opinion. Châtilliez utilise beaucoup les silences et le regard dans son film. Il y a des moments où personne ne parle, on voit juste les personnages se regarder, s'observer.
Ces moments, souvent plus puissants que les dialogues, disent le malaise, l'incompréhension, la distance entre les gens. Quand les deux familles se retrouvent ensemble, il y a ces silences pesants où personne ne sait quoi dire, où tout le monde se regarde en chien de faïence. C'est gênant, c'est inconfortable, mais c'est aussi profondément humain. On a tous vécu des moments comme ça, où on se retrouve dans une situation sociale bizarre et où on ne sait pas comment réagir. Le film a réussi une dimension presque documentaire. Châtilliez observe ces personnages comme un ethnologue observerait des tribus. Il filme leurs habitudes, leurs rituels, leurs interactions. Les repas chez les Lequesnois, c'est un cérémonial, avec la bonne qui sert, les bonnes manières, les conversations policées. Chez les Groseilles, on mange devant la télé, on sert dans les assiettes des autres, on gueule, c'est le chaos. Ces deux façons de vivre, elles sont montrées sans jugement de valeur. Elles sont juste différentes, elles correspondent à des réalités sociales différentes. La photographie du film, signée Dominique Chapuis, est aussi remarquable. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne cherche pas à en mettre plein la vue. Elle est juste au service de l'histoire. Les couleurs sont un peu ternes, un peu grises, ça colle avec l'atmosphère du nord de la France. Les intérieurs sont filmés de manière frontale, sans fioriture. On est dans une approche presque documentaire, là aussi. Pas de plans esthétisants, pas de mouvement de caméra tape à l'œil, juste des plans qui racontent l'histoire, qui montrent les personnages dans leur environnement. Il y a aussi toute une dimension religieuse dans le film qu'on ne peut pas ignorer. Les Lequesnois sont catholiques, très pratiquants même. Ils vont à la messe, ils font dire des messes. La mère est engagée dans des œuvres paroissiales, mais leur catholicisme, c'est un catholicisme de façade. C'est un vernis social, une manière de se distinguer. Ils utilisent la religion pour se sentir supérieurs, pour légitimer leur position sociale. Quand le scandale de l'échange de bébés éclate, le premier réflexe n'est pas la compassion, c'est la peur du qu'en dira-t-on à la paroisse. Le film dénonce cette hypocrisie religieuse, cette façon d'utiliser la foi comme un outil de domination sociale. À l'inverse, les Groseilles ne sont pas pratiquants. Ils s'en foutent de la religion. Ils ont d'autres préoccupations, plus matérielles, plus immédiates. Comment boucler les fins de mois, comment nourrir les gosses, comment tenir le coup. La religion, pour eux, c'est un truc de bourgeois, un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer. Cette différence de rapport à la religion dit beaucoup sur le fossé qui sépare les deux familles. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de vision du monde, de valeurs, de priorités. Le montage du film, c'est aussi quelque chose de très travaillé. Châtilliez et sa monteuse Pascale Fenouillet ont fait un boulot remarquable. Le film est très bien rythmé, il n'y a pas de temps mort, chaque scène apporte quelque chose. Le montage alterne entre les deux familles, il crée des parallèles, des échos. On voit la vie chez les Lequesnois, puis chez les Groseilles, et le contraste est saisissant. Le montage souligne les différences, mais aussi parfois les ressemblances. Parce qu'au fond, les deux familles ont plus de points communs qu'elles ne veulent l'admettre. Elles sont toutes les deux prisonnières de leurs conditions, de leur milieu social. Un truc qui me fascine dans ce film, c'est sa modernité. Quand on le revoit aujourd'hui, on se dit que ça aurait pu être tourné hier. Les problématiques sont toujours les mêmes. Les rapports sociaux n'ont pas vraiment changé. On a toujours cette France coupée en deux, avec d'un côté ceux qui s'en sortent et de l'autre ceux qui galèrent. On a toujours cette incapacité à se parler entre classes sociales, cette incompréhension mutuelle. Le film n'a pas pris une ride parce qu'il tape dans quelque chose de profond, de structurel dans la société française. Il y a aussi un aspect féministe dans le film qu'on ne souligne pas assez. Les femmes des deux familles sont des personnages forts et complexes. Marielle Lequesnois est coincée dans son rôle d'épouse bourgeoise, mais elle a une force, une détermination. Elle maintient une apparence coûte que coûte et elle gère les crises de l'échange des bébés avec une forme de pragmatisme. France Groseille, c'est encore plus flagrant. Cette femme, c'est le pilier de la famille. Elle gueule, elle crie, mais c'est elle qui tient tout ensemble. Son mari est un fantôme.
Elle est celle qui prend les décisions, qui fait tourner la baraque. Et Roselyne, la fille, elle aussi, a cette force, cette volonté de s'en sortir, même si elle ne sait pas trop comment. Le film a été un tremplin pour pas mal de monde, pas juste les acteurs, mais aussi les techniciens, les membres de l'équipe. Beaucoup ont continué à travailler ensemble sur d'autres projets. Il y a eu une vraie émulation sur ce film. Un sentiment que quelque chose de spécial était en train de se passer. C'est rare dans le cinéma. Ces moments où tout le monde sent qu'on est en train de faire quelque chose d'important, quelque chose qui va marquer. Ça crée une énergie particulière, ça soude une équipe. Après le succès du film, il y a eu plein d'imitations, des films qui essayaient de reproduire la recette, mais souvent, ça tombait à plat parce qu'ils copiaient la forme sans comprendre le fond. Ils faisaient des films très méchants, avec des personnages caricaturaux, mais il n'y avait pas cette tendresse, cet amour des personnages qu'on sent chez Châtilliez. Parce que oui, malgré la cruauté du film, malgré l'humour noir, on sent que Châtilliez aime ses personnages. Il se moque d'eux, il les malmène, mais il les aime. Il ne les méprise jamais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le film a aussi lancé un débat dans la société française. Est-ce qu'on peut rire de la pauvreté ? Est-ce qu'on peut se moquer des bourgeois sans tomber dans la démagogie ? Est-ce que le film est de gauche ou de droite ? Ces questions ont agité les commentateurs, les critiques et les intellectuels. Et c'est tant mieux parce qu'un film qui ne dérange personne, c'est un film qui ne dit rien. La fille est un long fleuve tranquille, a bousculé, il a fait réfléchir, il a fait débattre. C'est le signe d'un vrai film, d'une vraie œuvre. Il y a une scène vers la fin du film qui est particulièrement révélatrice. Les deux familles finissent par se retrouver ensemble pour Noël dans une sorte de compromis bancal. Personne n'est vraiment heureux, mais tout le monde fait semblant. Les Lequenois font semblant d'accepter les groseilles font semblant de bien s'en tenir. C'est un tableau absolument désolant de l'hypocrisie sociale. On comprend que rien n'a vraiment changé, que chacun va retourner dans son monde, que ce mélange forcé ne durera pas. Le film ne nous offre pas de happy end. Il ne nous dit pas que l'amour triomphe de tout, il dit juste que la vie continue avec ses compromis foireux et ses arrangements malheureux. Ce qui est génial dans le jeu des acteurs, c'est juste cette justesse. Personne n'en fait trop, personne ne surjoue, même dans les moments les plus burlesques. Les acteurs restent crédibles, ils habitent leur personnage, ils ne jouent pas de l'extérieur. C'est particulièrement frappant avec les enfants. Ces gosses, ils sont naturels, spontanés. Ils ont ce truc qu'ont les enfants, cette capacité à être complètement dans le moment, sans calcul. Châtilliez a su tirer le meilleur parti d'eux, leur laisser la liberté tout en les guidant. Le succès du film a été tel qu'il a été distribué à l'étranger, ce qui est rare pour une comédie française, parce que l'humour français voyage souvent mal. Nos références culturelles, nos codes sociaux, c'est très franco-français. Mais la vie est un long fleuve tranquille avec quelque chose d'universel dans sa façon de parler des classes sociales, des familles dysfonctionnelles. Le film a été vu et apprécié dans pas mal de pays, même si évidemment il n'a pas eu le même impact qu'en France. Aujourd'hui, quand on parle de film, le film a aussi influencé le regard sur le nord de la France. Avant, le nord au cinéma, c'était souvent caricatural, folklorique. Avec Bienvenue chez les Ch'tis plus tard, on a eu un autre regard plus tendre. Mais La vie est un long fleuve tranquille a été un des premiers à montrer le nord sans le folkloriser. C'est juste une région française comme une autre, avec ses usines, ses villes moyennes, ses problèmes sociaux. Châtilliez n'en a pas fait un décor pittoresque, il en a fait le cadre naturel de son histoire. Ce qui est dingue, c'est que 35 ans après, on pourrait refaire exactement le même film et il serait toujours d'actualité. Les inégalités sociales n'ont pas diminué, elles ont même augmenté. La bourgeoisie est toujours aussi hypocrite, les classes populaires galèrent toujours autant, le fossé entre les deux mondes est peut-être même creusé. Donc oui, La vie est un long fleuve tranquille, reste terriblement moderne, terriblement actuelle.
C'est à la fois déprimant et rassurant de se dire qu'un film peut traverser les décennies sans prendre une ride. Et pour conclure ce long podcast, parce que bordel, on en fait du chemin ensemble, La vie est un long fleuve tranquille, c'est bien plus qu'une simple comédie. C'est un film social, politique, même, qui nous parle de la France et de ses divisions, de ses hypocrisies. C'est un film qui ose tout, qui ne prend pas de pincettes, qui tape là où ça fait mal. Mais c'est aussi un film profondément humain, qui, malgré sa cruauté apparente, nous parle de nous, de nos contradictions, de nos faiblesses. C'est un film qui fait rire et qui fait réfléchir, ce qui est à la marque des grandes œuvres. Étienne Châtilliez a réussi un grand coup de maître avec ce premier film. Il a trouvé le ton juste, cet équilibre délicat entre humour et critique sociale, entre tendresse et férocité. Il a créé des personnages inoubliables, des situations qu'on n'oublie pas. Il a fait un film qui parle aux gens, qui les touche, qui les fait rire et pleurer parfois. C'est ce qu'on demande au cinéma, non ? Nous émouvoir, nous faire vibrer, nous faire réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Alors si vous n'avez jamais vu La vie est un long fleuve tranquille, foncez. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Vous verrez, il n'a pas vieilli. Il est toujours aussi drôle, toujours aussi percutant, toujours aussi juste. C'est un de ces films qu'on peut revoir 10 fois et découvrir à chaque fois de nouveaux détails, de nouvelles subtilités. C'est un film riche, dense, qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà les amis, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que j'en ai eu à vous parler de ce film. La vie est un long fleuve tranquille, c'est un monument. Un film qui a marqué le cinéma français, qui continue d'influencer les réalisateurs d'aujourd'hui. C'est un film dont on peut être fier, qui montre ce que le cinéma français se fait de mieux, mélanger l'humour et la profondeur, la légèreté et le sérieux, le divertissement et la réflexion. Allez, je vous laisse. Je vais me refaire le film pour la énième fois, parce que c'est ça aussi la magie du cinéma. Ces films qu'on peut revoir encore et encore sans jamais s'en lasser. La vie est un long fleuve tranquille fait partie de ceux-là. Même si je viens de le voir juste avant de faire le podcast, je vais aller le revoir. Alors, ciao, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, mettez 5 étoiles au podcast, s'il vous plaît. Ça permet de faire remonter le podcast si vous l'aimez. Partagez-le autour de vous. Continuez à aller au cinéma, regardez des films qui vous secouent et qui vous font réfléchir, qui vous font rire. C'est ça la vie. Un long fleuve qui n'est jamais vraiment tranquille, mais qui vaut tout de même le coup d'être vécu. Allez, ciao, ciao. Et col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu ne fais que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibales, hein? Ce canard, là. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nids avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fais comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens.